Bonjour tout le monde, bienvenue dans la saison 2 du Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Merci pour votre fidélité pendant la première saison. On lance la deuxième saison qui sera davantage orientée sur du collectif. Notre objectif, ça reste de vous fournir le maximum de cas concrets que vous puissiez réutiliser avec des outils activables qui correspondent à vos propres problématiques managériales au quotidien. Vous avez été nombreux à nous dire que ça correspondait exactement à vos attentes sur la saison 1. On espère que dans cette nouvelle saison, on aura à nouveau des cas qui vont vous servir beaucoup et qui seront très utiles au quotidien. Donc, je suis Yannick Bigot, fondateur de N48 Conseil, sociologue de formation, et j'espère que cette saison va vous plaire. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Bigot où j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Amandine Garnier. Bonjour Amandine. Bonjour Yannick. Comment vas-tu ? Très bien. Super. Amandine, tu co-diriges l'agence Les Raisonnés. On dit agence ? On dit agence. On dit agence. Tu vas nous en dire deux mots, sachant qu'on a reçu dans la première saison Hélène, qui était une de nos toutes premières invitées. Donc là maintenant, on a son associé. Tu nous redis, pour ceux qui n'auraient pas suivi la première saison, Les Raisonnés, vous faites quoi ? Les Raisonnés, c'est une agence de communication. On a deux spécialités. La première, c'est de travailler sur les notions de communication responsable. Comment est-ce qu'on remet la communication au cœur de ce qu'elle est, c'est-à-dire le dialogue, l'échange, et comment est-ce qu'on fait évoluer les pratiques pour qu'elles répondent aux enjeux socio-environnementaux qu'on connaît. Et le deuxième, c'est d'accompagner les organisations dans la valorisation de leurs engagements pour qu'elles puissent générer de la désirabilité, de la préférence et qu'elles communiquent correctement sur ces enjeux-là. Très clair. Aujourd'hui, quand on a préparé un tout petit peu ensemble, là, on se disait qu'un des angles qui t'intéressait, que tu avais envie d'aborder aujourd'hui, c'était finalement d'impulser un modèle managérial un peu différent. Tu as une punchline là-dessus que j'adore. Dis-nous. C'est comment manager pour ne plus avoir à le faire. Dans un podcast sur le management, c'est parfait. C'est nickel. Du coup, si tu disais, il y a quoi derrière ça quand tu dis ne plus avoir à le faire, ça veut dire que qu'est-ce que tu n'as plus envie de faire derrière ça ? Alors, c'est plutôt ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que moi, je crois fondamentalement à la démarche collective autour d'un projet. Et comment est-ce qu'on fait en sorte d'outiller les personnes qui font partie d'un projet, d'une aventure, pour que elles soient en mesure de participer pleinement à ce projet-là, à hauteur, on va dire, hiérarchique égale à toute personne, même aux personnes qui l'auraient impulsé initialement. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire cette punchline, c'est-à-dire comment est-ce qu'on outille, comment est-ce qu'on donne les moyens de compréhension, d'agir, etc. Donc manager, pour ne plus avoir à le faire, c'est-à-dire au sens stricto sensus du terme, c'est ne plus manager des personnes, mais plutôt manager un projet collectivement avec des personnes qui gravitent autour. Ça va pas, c'est pas uniquement éviter de micromanager, ça vous êtes assez au clair sur le sujet au quotidien, sur des bricoles, mais ça veut aussi dire, est-ce que ça va jusqu'à on est quasiment une scope en réalité et finalement on est tous associés dans le même bateau. C'est complètement ça. C'est dire qu'en fait, ce projet-là, il n'y a plus une écriture d'un projet dans lequel il faut trouver des personnes qui vont venir combler les cases et puis leur mettre des objectifs, suivre ça. C'est dire, finalement, ce projet, il va évoluer au rythme des personnes qui ont envie de le rejoindre, qui ont envie d'y mettre de l'énergie, de l'intention. Et dans ce cas-là, on fait en sorte de les embarquer au même niveau que les autres, quitte à ce que le projet, finalement, soit très muable et évolue au gré des personnes qui le rejoignent. Ok. Ça veut dire que le projet peut se déformer. Okay. C'est rigolo parce que dans un autre podcast, qui est La Grosse Odyssée, de Simon Lagadec, qui a été un de mes invités ici, je me souviens que Yvan Quenarden, qui est quelqu'un qu'on connaît tous les deux, qui est un expert comptable à Rennes et qui est surtout un entrepreneur, expliquait lui que dans son modèle d'association, à chaque nouvel associé, le projet se déformait finalement par rapport au projet d'origine, et dès que quelqu'un de nouveau, il arrivait, il mettait sa pierre à l'édifice, et donc le projet changeait un peu de forme, changeait un peu de destination, et qu'il acceptait finalement cette idée-là, ce qui n'était pas son idée de départ. Ok. La première grille de lecture qui me vient, que je trouve intéressante, c'est... D'abord, on a tendance à penser qu'il y a un modèle d'organisation qui est hiérarchique, et moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, et on mettra le lien dans les descriptions, qui est Frédéric Laloux, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Reinventing Organizations, et qui
qui dit souvent dans les interviews, en fait, on a tendance à croire qu'il faut toujours avoir un chef pour décider, pour donner l'orientation, alors qu'en fait, il y a beaucoup d'écosystèmes dans la nature et dans la réalité, y compris dans la biologie, qui fonctionne sans avoir de hiérarchie. Il reprend souvent 2 exemples que sont l'écosystème des forêts, en disant il n'y a pas un chef dans la forêt qui prend le dessus. Alors après, ils n'ont pas d'objectif économique à atteindre non plus, hein, mais pour le coup, il n'y a pas un chef qui décide pour les autres. Et le deuxième exemple qu'il prend souvent, c'est les réseaux de neurones, en disant les réseaux de neurones sont auto-organisés et il n'y en a pas un qui est le chef des autres. Alors, je ne suis pas un spécialiste du cerveau, mais voilà, il a l'air d'avoir bossé la question. Il dit en fait, on a beaucoup des modèles organisationnels très hiérarchiques en tête, alors que dans la nature et dans la vie, il y a d'autres modèles d'organisation qui fonctionnent. On y reviendra tout à l'heure. Lui, il décrit en fait plusieurs stades d'organisation. Je ne sais pas si tu vois le schéma de là. Normalement, il apparaît quelque part par là quand on regarde l'épisode. Il décrit plusieurs niveaux d'organisation. Donc, les organisations rouges, très hiérarchiques avec une grande division du travail. Les organisations ambre avec des process reproductibles et puis des hiérarchies qui restent quand même stables. Orange avec de l'innovation déjà et de la méritocratie. On est probablement quelque part dans les organisations assez classiques autour de ça. Des organisations vertes, qu'il décrit comme ça, avec de l'automatisation et puis une culture de valeur, de respect des parties prenantes. Là, le dernier stade que lui décrit, c'est l'organisation opale, qui est autour d'une autogouvernance, d'une plénitude et d'une raison d'être évolutive, finalement. Je comprends qu'en fait, vous cherchez à aller vers un modèle qui est proche de ça. Je sais que votre raison d'être est quelque chose qui est déjà très développé, avec lequel vous pilotez beaucoup. Est-ce que tu nous en dirais 2 mots ? Oui, la raison d'être, on l'a mise au cœur de l'entreprise dès le début, dès l'écriture du projet, qui est justement de mettre les outils de la communication au service, on va dire, des enjeux de société et de la transition, pour faire court. Et cette raison d'être, elle nous sert à la fois pour filtrer, entre guillemets, les projets avec lesquels on a envie de travailler. Ce qu'on retient et ce qu'on retient pas. C'est ça. L'idée n'étant pas d'être parfait, parce que ça n'existe pas, mais d'être dans une intention de progresser, de faire mieux. Mais c'est aussi vrai, finalement, pour l'équipe, de dire, finalement, c'est ce projet-là que vous rejoignez, c'est cette raison d'être-là, cette mission-là. Et c'est autour de cette mission-là, finalement, aussi qu'on va définir les objectifs, les intentions et le travail quotidien de toute personne de l'équipe. Ok. Ce qui est parfois difficile managérialement parlant, c'est de distinguer temps court, temps long, vision stratégique et opérationnalité sur le terrain. Parce que finalement, quand on reprend Lalou avec la logique d'organisation opale, on voit bien qu'effectivement, quand on parle de stratégie, de là où on va, de projet, de raison d'être, on arrive finalement à se mettre d'accord avec les équipes sur ce sujet-là. Par contre, quand on est sur le pilotage d'un projet et que là, on se dit, on a tel niveau de profitabilité à atteindre parce que sinon, l'aventure risque de s'arrêter. On a besoin d'avoir tel niveau de qualité ou tel niveau d'efficacité. Parfois, là, on revient assez vite sur du rouge, voire du ambre, où en fait, là, il y a quelque chose d'autorité en disant, en fait, non, tu peux pas passer 3 jours à faire ce truc-là, il faut que t'en passes que 2. Donc, on peut se retrouver à alterner d'un bout à l'autre, et là, ça peut être effectivement difficile avec les équipes. Le premier bon truc à avoir, c'est d'arriver à se mettre d'accord avec les équipes sur comment est-ce qu'on pilote finalement un projet, quelle est la nature de performance qu'on doit atteindre sur chaque projet, parce que c'est pas forcément un gros mot, la logique de performance, pour que au global, notre aventure puisse continuer finalement. Donc ça repose pas dans l'organisation opale de gouvernance de se dire c'est quoi les objectifs qu'on doit atteindre, ça nécessite une vraie transparence et du coup une responsabilisation de tout le monde. Et là, c'est là où il y a un lien à faire entre objectifs globaux à atteindre et niveau de performance micro à l'échelle de chaque individu à atteindre. Et faire cet exercice-là, c'est quelque chose qui est pas très courant dans les organisations, où chacun est souvent sur ses propres objectifs, c'est de faire le lien en permanence entre objectif global et local finalement, ou en tout cas macro-micro. Parce que sinon, on se retrouve vite sur je décrète quelque chose de l'autogouvernance sur la stratégie, et finalement, je suis dans une autorité hiérarchique dans le pilotage au quotidien. Donc c'est là où il y a une vraie sensibilisation avec les équipes à avoir. Et puis de se dire, à l'échelle de chaque projet, comment est-ce qu'on fixe le niveau de qualité, le niveau de profitabilité qu'on veut atteindre, et ensuite, le comment, c'est aux collaborateurs, avec l'appui du manager comme étant un contributeur et pas forcément comme étant un décideur, qu'il faut effectivement gérer. Ça, c'était la première grille que j'ai en tête.
La deuxième grille que j'ai en tête, dont on a déjà parlé avec pas mal d'invités sur la première saison, c'est les leviers de motivation d'un collaborateur avec l'outil Caresse là, sur lequel je reviens pas. Mais parfois, ça, ce que tu es en train de décrire, ça veut dire que chaque collaborateur doit avoir beaucoup d'autonomie et doit assumer pas mal de responsabilités sur son projet. Le seul sujet, entre guillemets, j'allais dire de sensibilité ou de vigilance qu'il faut avoir, c'est tout le monde n'est pas toujours à l'aise avec l'idée d'avoir du jour au lendemain beaucoup d'autonomie et beaucoup de responsabilités. Il y a des gens qui ne souhaitent pas forcément en avoir. Et que là, vous les mettez un peu dans une situation où ils sont obligés de les prendre. Donc, il faut juste être vigilant à ça. Parfois, des collaborateurs qui vont pas complètement jouer ce jeu-là, c'est parfois des gens qui sont pas à l'aise avec l'autonomisation et avec la responsabilisation et qu'il faut les accompagner sur ce terrain-là pour ceux dont ça fait partie des leviers. Et c'est pas le cas forcément pour tout le monde. Ça va, ça ? Ça va. L'autre élément quand même qu'il faut avoir en tête, c'est la logique de feedback. Et là, je pense que vous travaillez déjà beaucoup sur ce sujet-là de comment est-ce que je fais du feedback aux collaborateurs. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez déjà pas mal développé chez Les Raisonnés. On essaye, oui, de le faire, mais effectivement, autant du feedback sur les projets que sur l'intégralité de la structure et de ce qu'on a envie de faire et comment est-ce que ça va s'appliquer opérationnellement dans les projets. Après, je reviens sur ce que tu disais, effectivement, cet aller-retour entre une vision, on va dire, un peu idéaliste des choses et de l'opérationnel, elle est très complexe à tenir, notamment parce qu'on se met encore plus de challenge que simplement des indicateurs de performance financiers ou de temporalité pour sortir des projets, etc. Les indicateurs de performance, ils sont vraiment divers et vraiment très transformateurs parfois. Et c'est ça qu'il faut qu'on réussisse à accompagner et à faire comprendre. Et c'est ce que je mets un peu dans le package manager pour ne plus avoir à le faire, c'est outiller, c'est aussi amener des clés de compréhension, etc. Et donc ces clés de compréhension-là, on essaie de les amener dans le feedback sur le métier, sur l'expertise métier, mais aussi sur le contexte qu'on a envie de développer, parce qu'effectivement c'est pas inné, parce que c'est pas le modèle le plus déployé et donc celui dans lequel les personnes ont eu l'habitude de baigner dans leurs précédentes expériences. Ok. Avec souvent un outil qui est assez facile, c'est autour des métriques en fait, c'est de dire pour faire telle tâche ou pour réaliser tel type de projet dans un niveau de complexité normal, il faut à peu près tant de temps, ce qui permet à chaque personne de s'autopiloter. Et en fait, j'ai un client comme ça où une collaboratrice mettait 8 heures à faire quelque chose que les autres collaborateurs mettaient 2 heures à faire. Et là, c'était très problématique et en fait, la première étape, c'était dire, en fait, le temps moyen pour faire ce truc-là est normal si on utilise la bonne méthode, c'est temps. Et en fait, c'est plutôt 2 que 8. Et en l'occurrence, il a fallu que le manager creuse sur pourquoi est-ce que tu n'arrives pas et quels outils tu n'utilises pas, comment est-ce qu'on peut progresser sur cet élément-là. Parce que à 8 heures sur cette tâche-là, l'entreprise mettait la clé sous la porte, c'était pas possible en fait. L'autre outil que je voulais te présenter, je sais pas si tu vois de là. À peu près. En fait, c'est un outil qui décrit différentes modalités d'organisation d'équipe. C'est un outil qui est brandé Deloitte. Pour le coup, le copyright est Deloitte. C'est un outil que j'ai connu et avec lequel j'ai un peu travaillé à l'époque où je bossais dans cette entreprise-là. Et je trouvais que c'était très intéressant parce qu'il décrit 8 ce qu'ils appellent des archétypes, des modèles d'organisation. Et en fait, ils sont construits à partir de 2 grands axes. Un axe qui dit, est-ce que mon organisation, elle est très directive ? Est-ce que finalement, c'est quelque chose qui est très top-down finalement, qui est très descendant dans l'organisation ? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est très émergent ? Certains disent du bottom-up, quoi. Est-ce que finalement, tout remonte ou tout descend ? Et puis, le deuxième axe, c'est un axe de est-ce que finalement mes processus et mon organisation est très décrit et très eux ils disent scripté pour le coup, mais est-ce qu'effectivement j'ai beaucoup de process, de procédures qui décrivent ce qu'il faudrait faire, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de très créatif et finalement on réinvente un peu la roue à chaque fois, où on s'adapte à chaque moment. Et ce qui est intéressant, c'est que ça décrit finalement 8 types. Donc il y a celui qui est très directif et qui est pas particulièrement scripté, enfin pas particulièrement décrit, c'est effectivement le seigneur avec ses vassaux. Et à l'opposé de quelque chose qui serait toujours au milieu entre décrit et pas décrit, mais qui serait beaucoup plus émergent, c'est la communauté de
les volontaires dans une structure associative et finalement les dirigeants de la structure associative. On voit bien que ces deux modèles d'organisation, ils fonctionnent pas du tout de la même manière. Il y en a un qui est très remontant et l'autre qui est très descendant. Et puis dans les extrêmes entre guillemets d'une organisation décrite ou pas, le plus décrit, c'est typiquement le chef d'orchestre avec son orchestre, où effectivement là il n'y a pas beaucoup plus décrit que à la seconde près, on sait exactement ce que chacun doit faire et la note que chacun doit émettre. Et puis de l'autre côté, il y a les équipes créatives avec un producteur où en fait faut tout réinventer à chaque fois. Et puis il y a différents modèles, le général et les soldats avec le coach sportif avec son équipe et par exemple les architectes avec les constructeurs. Où là, il faut se poser la question de dire mais dans mon organisation à moi, globalement, je ressemble le plus à quel modèle? Et il est tout à fait possible que, comme tout à l'heure, tu te dises, sur certains éléments, tu peux te dire, moi, je veux quelque chose qui ressemble beaucoup à la logique d'une communauté associative où, effectivement, on discute de tous les sujets et on se met d'accord sur les priorités. Quand tu es effectivement sur le temps long, mais que par contre, quand on est sur le temps court, on peut imaginer que tu es peut-être plus près, je ne sais pas si c'est d'un architecte ou d'un chef d'orchestre, j'en sais rien, mais où là, il y a peut-être un modèle assez précis de mission à dérouler avec des tâches à réaliser, où là, pour le coup, il n'y a pas autant de discussions sur la méthode et qu'il faut faire les choses, effectivement. Et là, ça peut être quelque chose de plus directif, de plus ou moins décrit. Tu penses que vous en êtes où, vous ? Sur ce truc-là, c'est quoi votre modèle d'organisation à vous? Justement, c'est marrant parce que donc au début on était peu et on avait, on va dire, Hélène et moi donc et des juniors, donc on a, sur le temps, on va dire, de la structuration, d'apprendre à travailler ensemble et à travailler avec d'autres, on a assez vite dit qu'il fallait qu'on processe beaucoup les choses, qu'on décrive énormément chaque étape d'un projet, chaque attendu, chaque livrable. Et là, depuis quelques semaines presque, je peux dire, on est en train de déconstruire tout ça en disant maintenant qu'on a suffisamment toutes et tous assez de visibilité sur comment les choses doivent se passer dans la théorie, on va la déconstruire, la théorie, pour dire maintenant on va laisser plus de liberté entre guillemets et dire voilà l'objectif, mais maintenant le comment et le process pour y arriver, chacun est beaucoup plus libre dans la méthode, on va dire. Et donc là on fait un peu marche arrière pour dire on va justement moins processer, moins structurer, peut-être un peu moins documenter aussi, parce que ça on faisait beaucoup aussi initialement, tout documenter, enfin on a une bibliothèque de process, d'outils, de templates, tout ce que tu veux, assez énorme pour une entreprise comme la nôtre. Mais maintenant, on dit voilà, on a tout ça, c'est acquis. Maintenant, on se donne la liberté de faire différemment et que chacun ait les clés finalement de son propre projet du moment que ça s'inscrit dans le niveau de qualité attendu au sein de l'agence et la mission et évidemment des impératifs, comme tu disais, de rentabilité, d'atteinte de performance financière. Mais donc finalement, dans la temporalité, on a jonglé aussi d'un projet, enfin d'un modèle à l'autre. C'est intéressant parce que du coup, sur mon schéma, maintenant, il y en a partout. Mais effectivement, il y a quelque chose qui était très déconstruit, entre guillemets, avec ma vision temps long et ma vision temps court, qui était très décrit, presque à la mesure d'un chef d'orchestre avec son équipe qui dit ça doit être comme ça, et voilà le tempo à suivre. Et qu'en fait, vous arrivez quelque part entre les deux à être plutôt maintenant assez réconcilié finalement entre temps long et temps court sur un modèle qui est presque celui du coach avec son équipe de sportifs en disant chacun va faire le meilleur de lui-même, mais il va falloir que on s'ajuste en disant quelle est la stratégie, mais qu'au quotidien, chacun des joueurs finalement de l'équipe va ajuster sa stratégie en fonction de la réponse qu'il y a en face, en fonction de ce qu'il est en capacité de faire. Intéressant. Vous avez bougé de modèle. Très intéressant. Donc, en tout cas, outil intéressant pour les uns ou pour les autres de se dire, finalement, on en est où? Est-ce qu'on a besoin de quelque chose de très décrit ou de pas très décrit? Est-ce qu'on a besoin de quelque chose qui est plutôt remontant ou quelque chose qui est descendant, avec la capacité à distinguer le temps long du temps court? Donc, finalement, la vision stratégique et puis le delivery au quotidien, et de se dire, finalement, où est-ce qu'on en est sur cette grille-là et vers où on voudrait aller, et de pas hésiter à avoir un échange avec les équipes sur le sujet. Et puis, comme tu dis, ça dépend encore une fois des missions, des rôles, parce que en fonction du projet, on va pas adopter la même stratégie, en fonction de l'attente aussi du collaborateur. Ok. Donc, on a vu que chez vous, la raison d'être est quand même très affirmée, que vous avez développé une vraie culture du feedback. Il y a peut-être quelque chose autour de l'exemplarité chez vous qui est quand même intéressant à dire, l'exemplarité du dirigeant et de votre rôle. Est-ce que tu veux en dire deux mots peut-être ?
C'est une quête. Je pense que c'est très dur de s'auto-proclamer exemplaire. Je pense qu'on est loin de l'être. Je m'en excuse d'ailleurs auprès de notre équipe. Non, mais en tout cas, on essaye de l'être, notamment en tout cas dans la posture et dans le lien à la raison d'être, c'est-à-dire d'être transparente sur ce qui drive nos décisions, qu'elles soient positives ou négatives, de toujours amener de la justification, du débat aussi, dire bah voilà, là on est face à ce cas de conscience là. Voilà comment on compte trancher, prendre du retour, etc. Donc l'exemplarité, elle est pas dans le résultat, mais elle est plutôt, je pense, dans la posture et dans la façon dont on essaye d'échanger sur les différents sujets. Et je pense que la nuance, elle est grande, quoi, parce qu'on se vantera jamais d'être parfaite sur ces questions-là. En tout cas, moi qui vous connais un peu, je peux dire qu'il y a quelque chose de très aligné chez vous entre l'ambition qui est la vôtre et l'éthique, entre guillemets, autour de votre raison d'être et la réalité, en tout cas, que vous tentez de mettre en œuvre au quotidien. Il y a quelque chose de très aligné entre tout ça. Après, qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas... Ça, c'est le progrès. Mais il y a aussi cette humilité chez vous de toujours chercher à progresser sans cesse. Donc, c'est quand même intéressant. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu repars avec quelque chose de particulier, quelque chose que tu as retenu de tout ça, avant que je résume pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent? Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir des incarnations finalement des différents modèles pour se dire que c'est aussi normal de passer de l'un à l'autre et puis finalement petit à petit de chercher à aller progressivement vers l'un ou vers l'autre, mais de pas avoir cette quête d'idéal en se disant oh là là, aujourd'hui on est A, demain il faut qu'on soit B, il y a pas de lettre entre les deux. Si, en fait il y a on va dire des étapes et réussir à les construire petit à petit, c'est hyper essentiel de passer par là, parce que sinon on peut toujours se dire oh là là, on n'y est toujours pas, parce que le modèle idéal il paraît hyper loin et complexe. Donc le fait de pouvoir, on va dire, visualiser des marges de progression, moi c'est quelque chose qui me parle. Super. Et du coup, si on résume un petit peu les étapes par lesquelles on est passé, là, il y a quand même quelque chose autour d'une culture du feedback qui est quand même vraiment importante à avoir dans une organisation et que vous maîtrisez plutôt déjà, une logique d'alignement des dirigeants entre ce qu'ils déclarent qu'ils voudraient faire sur le temps long et puis la réalité de ce qu'ils font au quotidien, et puis jusqu'où autour de cette logique de raison d'être qui est quand même importante chez vous. Et dans les outils qu'on a regardés aujourd'hui, c'est de se dire, il n'y a pas un seul modèle d'organisation qui existe, et il y a probablement différentes étapes, et de bien aller regarder, notamment chez Frédéric Laloux, mais chez d'autres, tous les autres modèles organisationnels qui sont pas forcément hiérarchiques, qui peuvent être plus à plat, comme holacratie, etc. Il faut aller regarder ce que chaque dirigeant a envie de tirer de ça, et puis de pas hésiter à aller regarder les différents modèles d'organisation qu'on a vus au travers de As One, le modèle qu'on avait développé chez Deloitte, avec cette idée peut y avoir différentes étapes, que c'est plus ou moins décrit comme organisation, que c'est plus ou moins top-down ou bottom-up, et qu'il peut y avoir plusieurs étapes, et que les modalités de fonctionnement en collectif peuvent bouger dans le temps. Puis d'avoir toujours en tête que, attention, dans les leviers de motivation des collaborateurs, parfois autonomie et responsabilité en font partie, et parfois c'est moins le cas, et qu'il faut être capable de s'ajuster à ces modèles-là. Voilà un peu le résumé de cet épisode qui, du coup, a été dense. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée, à bientôt, et merci à tous, et rendez-vous dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté et visionné ce podcast. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez également mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Si vous rencontrez vous aussi une situation managériale sur laquelle vous souhaitez un regard nouveau, n'hésitez pas à me laisser un message sur LinkedIn ou sur Instagram, et j'aurai le plaisir de vous recevoir dans les mêmes conditions dans le podcast pour l'analyser ensemble et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.